Alors, avant cette méditation internationale, troisième dimanche du mois, en fait, eh bien, je vais aborder un thème qui va nous permettre justement de faciliter ce type de méditation. Et le thème donc de ce soir, c'est le soi, les autres et le monde. Et donc, quand on fait une méditation internationale, on va justement travailler le niveau de sérénité et de paix nécessaire, en fait, aux trois composantes. Alors, commençons par le soi. Dans le Raja Yoga, en fait, c'est vraiment la base. Quand nous sommes agités, perturbés ou quoi que ce soit, et nous le sommes tous pour X raisons, eh bien, on a nécessité de revenir au calme, de revenir en fait à la tranquillité, pour pouvoir mieux redémarrer et faire les choses comme il se doit. Donc, ce qui est important, c'est revenir au soi avant de même penser aux autres ou au monde à l'extérieur. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est notre façon de regarder, de nous regarder, de regarder les autres et de regarder le monde qui va conditionner notre vécu. Les choses sont ce qu'elles sont, les autres peuvent penser ce qu'ils veulent de vous, ça ne change pas à l'intérieur de vous, c'est vous qui êtes qui vous êtes. Ça ne change pas. Par contre, eh bien, le regard que vous allez porter sur vous va avoir une importance cruciale. Parce que c'est ce qui va déterminer aussi votre regard sur les autres. Si vous pensez du mal de vous, vous allez avoir tendance à regarder les défauts chez les autres aussi. D'abord et d'un, parce que vous allez vous dire, oh ben, il y en a d'autres qui sont pires que moi. Ou alors, bon, bah, oui, quand même, pas si terrible que ça, etc., etc. Tout va dépendre de votre façon de considérer le soi et vous allez avoir un ressenti différent, agréable ou désagréable, qui est déterminé par ce que vous êtes, parce que vous pensez, parce que vous regardez. Et dans le Raja Yoga, on travaille énormément, effectivement, sur l'orientation de sa pensée. Qu'est-ce qu'on choisit de penser? Et comment on va apprendre à sortir des influences que nous avons reçues en tant qu'enfant, tout simplement, de par la culture, de par la pression sociale, etc. Et on va apprendre à observer toutes ces choses-là. Et de fait, eh bien, on va retrouver une sorte de silence intérieur, c'est-à-dire pouvoir prendre du recul par rapport à notre vie, par rapport en fait à tout ce qu'on ressent, parce qu'on a tendance souvent à demander aux autres de réparer ce qui est abîmé en nous. Ce qu'on oublie, c'est que les autres aussi ont besoin de se réparer et que des fois on leur réclame quelque chose qu'ils ne peuvent pas nous donner, ce qui va créer des insatisfactions qui ne sont pas ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, mais tout simplement un état d'énergie à un instant T. Okay. Et ça aussi dans le Raja Yoga, en fait, on va apprendre à voir tous ces niveaux d'énergie que l'être peut traverser en fait au niveau de la conscience, puisque c'est un voyage en fait de la conscience, on pourrait dire la plus obscure à la plus éclairée, mais effectivement en fait on va voyager et on va passer par toutes sortes d'états de conscience et on va apprendre à les observer et à s'en servir.
Parce que même une conscience qui peut être un peu étroite peut aussi être très pertinente. Quand on a besoin de focaliser sur quelque chose, c'est bien de ne pas avoir trop de pensées et d'être bien au fait et très compétent dans un domaine bien spécifique. Donc, en fait, toutes les consciences que nous allons rencontrer en fait dans notre esprit, dans notre méditation, ça va nous habiter et on va apprendre à s'en servir. Au lieu de combattre quelque chose qui est en nous, qui fait partie de nous aussi d'une certaine façon. C'est ce qu'on a vécu, parce que quand on a vécu des choses plus ou moins difficiles, elles sont bel et bien là. C'est pas non, je suis positif et puis j'oublie, je fais comme si c'était rien passé. Pas du tout. Je vais au contraire faire en sorte que cette noirceur, on pourrait dire ce charbon noir, quoi, en quelque sorte, puisse devenir un diamant. C'est toujours du carbone. L'un est salissant et l'autre est éclairant, il laisse passer la lumière. Eh bien, en fait, dans le Raja Yoga, on va travailler tous ces niveaux de conscience. Alors, je ne vous dis pas que ça va être un long fleuve tranquille. Simplement, au contraire, de toute façon, quand vous regardez un film ou quoi que ce soit, si c'était la plénitude la plus totale, je ne sais pas si vous auriez envie de regarder le film complètement. Et donc, ce sont aussi tous les rebondissements qui font l'intérêt du film et de l'histoire. Donc, intégrer aussi le fait que les autres nous bousculent, que l'environnement aussi nous bouscule, eh bien, ça fait partie de notre histoire et ça va nous permettre de réaliser les ressources qui sont en nous, qu'on n'aurait jamais mobilisées autrement. Donc en fait, au lieu de se dire « Oh là là, j'ai pas de chance, c'est terrible ce qui m'arrive » ou etc., etc. Vous voyez le type de pensée des pensées perdantes, quoi, en fait. Vous êtes perdu d'avance et ça vous sape votre énergie. C'est-à-dire que même si vous n'en avez pas beaucoup, vous en avez quand même assez pour faire des fois ce qu'il y a à faire. Mais si vous pensez de travers comme ça, eh bien, ça va vous couper l'herbe sous le pied et vous allez scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc le but, ça va être d'apprendre à repérer ces pensées, les voir venir, pas les condamner, mais simplement dire « Ok, elle a pu être utile, cette pensée, à un moment donné, dans un autre contexte, mais dans celui-là, pas du tout. » Et là, on voit que c'est l'esprit qui reprend les commandes au lieu du corps qui, lui, va donner des informations sensorielles pour protéger, pour vous protéger la survie du corps. Et donc, c'est pas mauvais en soi non plus. C'est important de pas. Dans le yoga, on réunifie les choses. En fait, on remet en cohérence. Au lieu d'opposer les choses, on va les faire travailler ensemble. Quand vous avez des personnes, elles peuvent être très strictes à un moment donné et très souples à un autre moment. Donc, qui sont-elles, strictes ou souples? Ça dépend de votre regard. Donc, en fait, toute cette approche va faire que vous allez repenser les choses et les qualités des personnes en accord plus avec la situation. Parce que le but, c'est d'utiliser la bonne énergie au bon moment. Si vous êtes souple à un moment où il y a un risque, un danger quelconque, où il faut être très clair et net sur ce qu'on a à faire, vous allez vous sentir mal et vous pouvez mettre d'autres personnes en danger. Donc ça va être important à ce moment-là de rassembler ses connaissances et savoir ce qu'il y a à faire. Donc la connaissance va être importante. C'est important d'apprendre toutes sortes de choses. Et la vie nous apprend énormément de choses. Mais d'en tirer parti, parce que ça devient une expérience qui va vous permettre
finalement d'être mobilisé à d'autres moments. Mais on va voir que dans le Raja Yoga, on dit qu'on utilise l'intellect, on peut dire l'intelligence, qui va nous permettre d'avoir une certaine compréhension des choses. Et l'intelligence, ça veut dire lire de l'intérieur. C'est éclairer en fait sa pensée et clarifier ce qui nous est donné à voir. C'est-à-dire, je vais comprendre ce qui se passe. Et ça demande du recul. Et donc la méditation va nous permettre de faire cet exercice. Et souvent, les gens, quand ils parlent d'intelligence, ils se pensent bêtes. Et donc, c'est un véritable problème. En réalité, il y a toutes sortes d'intelligence. Il n'y a pas que l'intelligence mathématique, il y a de l'intelligence artistique, de toutes sortes. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en attendant, l'important, c'est de découvrir la sienne, celle qui est prépondérante, et celle qui va nous aider à trouver des solutions facilement. Parce qu'au niveau du soi, eh bien, on va apprendre à non pas focaliser sur le problème, mais penser quelle est la solution possible. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez chercher vos ressources, vous allez chercher en vous, vous allez vous reconnecter au soi profond qui sait beaucoup de choses en réalité. Et on dit que finalement, c'est depuis toute éternité. Mais comme on ne sollicite pas le soi intérieur très souvent, eh bien, on se coupe des informations nécessaires pour agir correctement au bon moment. Donc, dans la méditation, on va reprendre conscience que, effectivement, au fond de moi, il y a cette énergie qui sait et qui est lumineuse. Et à ce moment-là, eh bien, on va avoir ce dialogue intérieur pour retrouver cet état de stabilité et de sérénité dont on a tous besoin pour sortir du chaos. Alors, par rapport à la méditation internationale, donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une méditation pour la paix, mais déjà du soi? Alors, on va faire juste un moment de silence. Je vais faire un petit commentaire de méditation pour essayer de rentrer dans cet état d'esprit, pour reprendre connexion en fait, un contact avec cette partie parfaitement sereine à l'intérieur de vous. Je me donne cet instant de silence. Et toutes sortes de pensées me viennent à l'esprit. Des pensées plus ou moins pertinentes. Plus ou moins perturbatrices. Elles sont des indications. Sur mon état d'esprit ici et maintenant. Je fais silence.
et je les laisse passer. Si elles reviennent, j'écoute et j'indique à mon mental que je résoudrai cette énigme un peu plus tard, que là n'est pas le moment. J'apaise ainsi mon esprit. Je ne rejette pas, j'accueille et éventuellement je classe par degré de priorité. Pour le moment, je décide de retrouver ma sérénité intérieure. Cette nature de fond, ce vers quoi je tends systématiquement quand je suis trop agitée. J'ai naturellement besoin de calme. Et je recherche ce calme, cette paix intérieure, parce que c'est la nature profonde du soi. Dans le Raja Yoga, on parle du soi comme étant une âme, la vie qui anime ce corps. Et par mon esprit, en retrouvant cette paix intérieure, je ramène aussi du calme au niveau du corps physique. Je vais utiliser une qualité de l'âme, la douceur. Je réapprends à être doux avec moi-même. Comme un enfant qu'on apaise. Et je me sens comme dans une bulle de calme, en sécurité, parfaitement tranquille.
c'est comme si je me sentais bercée dans des bras enveloppants. Et j'apprécie cette sérénité, cette tranquillité, cette paix de l'esprit, ce mental apaisé. Qui devient lui-même reconnaissant de cet état de bien-être. Dans cette bulle de silence, je peux me réfugier à tout moment. À chaque fois que cela m'est nécessaire, mais aussi juste pour le plaisir d'être en paix. Om Shanti. Om signifie je suis. Et Shanti signifie la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit. C'est un mantra qu'on utilise en fait un petit peu, vous savez, pour dire à son mental, ok, Om Shanti, je fais baisser la pression. Et plus on pratique, plus à un moment donné, hop, rien que même en se disant Om Shanti, c'est comme si le corps se mettait au diapason. Je respire à nouveau, j'enlève les blocages. Et je suis l'esprit qui agit à travers le corps, je redeviens le maître. Au lieu d'être submergé par les informations sensorielles qui prennent le commandement si moi je ne suis pas aux commandes. Si je laisse faire l'esprit, n'importe comment, eh bien à ce moment-là, je vais me faire avoir et je vais avoir un sentiment de mal-être. Et ça, je peux le réguler à ce niveau-là. Alors, les autres. C'est Jean-Paul Sartre qui disait « L'enfer, c'est les autres ». Et dans notre étude ce matin, on disait la colère intervient dans nos interactions avec les autres. Donc il y a bel et bien quelque chose qui se passe. La colère, c'est effectivement le contraire de cet état de sérénité. Et donc, ça va être une autre façon de reconsidérer l'agitation. Donc on peut avoir une agitation interne, celle-là donc on voit comment on peut la réguler, mais quand on est face aux autres, eh bien là les flammes repartent et il va falloir faire le pompier, là il va falloir éteindre le feu. Et donc on a besoin de fraîcheur. Alors les autres, eh bien, si on n'a pas fait un travail sur soi,
on va projeter sur les autres ce que nous n'avons pas réglé, ce que nous n'avons pas compris, ce que nous n'avons pas bien assimilé, ce qui nous perturbe. On appelle ça des transferts en psychologie. Et donc, effectivement, ça va créer des malentendus. Justement, il y a des malentendus parce que il n'y a pas de silence. Donc là, on revient encore à ce pouvoir du silence qui aide à apprendre à écouter l'autre. Tiens, comment l'autre se sent? Comment moi je me sens? Comment l'autre se sent? Tiens, ah oui, pourquoi il réagit comme ça? De quoi il a besoin? J'aime bien avoir cette pensée. Des fois, simplement, parfois il suffit d'une simple parole pour calmer le jeu. Quand quelqu'un a un besoin quelconque, il se sent frustré et qu'il ne se sent pas entendu, eh bien, il va aller à la charge. Et là, il va vous réclamer quelque chose de façon un petit peu brutale. C'est important de réaliser qu'à ce moment-là, c'est pas contre vous que ça se passe. Et même, peut-être même au contraire. C'est parce qu'il sent que vous avez une capacité aussi de recevoir et de l'entendre, qu'il se permet des fois de vous balancer des choses pas forcément très sympathiques, dont il ne sait que faire. Avec les enfants, c'est très caractéristique. Quand ils ont vécu quelque chose qu'ils ne savent pas comment gérer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous le balancent, histoire de dire, oui, voilà, ça fait quoi quand qu'est-ce que je fais moi avec ça? Et donc ils vous le donnent. Donc à ce moment-là, c'est pas le moment de le rebalancer. Sinon, ça va être je vais dire un jeu avec des boulets de canon, parce que sinon, ça va pas pouvoir donner quelque chose de bon. Donc on va apprendre à faire ce silence, de quoi il a besoin, quel est le véritable problème, et là on en revient au soi, quelles sont les spécialités, quelles sont les qualités et les expériences que j'ai pu avoir aussi, qui pourraient aider l'autre. Je vais lui rappeler qu'il dispose de ces mêmes qualités et qu'il va pouvoir lui-même aussi le gérer. Donc on lui redonne le pouvoir de pouvoir agir sur son propre esprit en lui donnant des clés. Mais ces clés nous appartiennent à tous. C'est pas un qui les a plus que d'autres. C'est peut-être un qui les utilise plus et peut-être mieux que d'autres, mais tout le monde dispose de ces clés. Et on va voir que justement le rapport à l'autre va être de voir comment on peut échanger tous les moyens qui vont nous permettre d'aller mieux. Là, vous allez me dire, vous êtes bien gentil, vous êtes bien naïf, mais il y a des gens qui sont absolument affreux. Okay. Alors, dans ces cas-là, c'est important aussi de ne pas prendre, j'allais dire, cette mauvaise énergie qui vous arrive, surtout pas le prendre pour soi, pour ne pas s'en imprégner, parce que sinon ça va envahir votre mental. Et donc dans ce cas-là, eh bien, l'autre a gagné, il vous a envahi. Donc l'important, ça va être de voir, ok, très bien, il y a tel problème, soit je n'ai pas la solution, ça ne me vient pas à l'esprit, et dans ces cas-là, on va voir que on va en référer à une instance supérieure, c'est-à-dire on va voir avec quelqu'un qui a le potentiel pour pouvoir répondre. Et à ce moment-là, on a délégué, j'allais dire, la chose et on se protège soi-même. C'est très important de le faire. Ne pas se surestimer quand on n'a pas l'énergie pour faire face à l'action qui se présente et savoir effectivement se protéger, voire se retirer si on est en situation de danger. Ne vous dites pas oui, j'ai toutes les forces en moi, donc allez, j'y vais. Ben non, si vous ne vous êtes pas exercé, si vous n'avez pas développé certaines compétences,
eh bien, vous allez partir avec des faiblesses qui vont vous mettre dans une situation désagréable. Donc ça va être justement ce travail de sagesse et redevenir tranquille, revenir à la sérénité, c'est redevenir conscient, voilà, quel est l'état de mes ressources en ce moment. Est-ce que ça, je peux le faire ou pas? Si je ne peux pas le faire, c'est un signal. Donc l'autre me montre peut-être que, tiens, là, il y a une lacune quelque part, une qualité que je n'ai pas encore développée, qu'il va falloir avoir comme soutien, parce que ça va me servir certainement à d'autres moments. Donc finalement, il est mon meilleur ami, même s'il est désagréable à ce moment-là, puisqu'il va m'apprendre à être lucide sur les forces que je dois remobiliser. Et dans la méditation, eh bien, on va aller apprendre à retrouver notre énergie profonde. Dans le Raja Yoga, on parle de l'être suprême, la source, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un point de lumière comme nous, comme chaque âme que nous sommes. Là, nous sommes l'âme, cette petite lumière là, qui brille à travers vos yeux et qui est dans votre cerveau. C'est là que vous êtes aux commandes. Et cette âme suprême, c'est une âme qui est comme vous, métaphysique, mais qui est par essence au-delà du physique. Il est dans une dimension lumière parfaitement stable, tranquille, la sérénité profonde. On dit que c'est la maison originelle des âmes où il se trouve. Il est le gardien de cette dimension-là. Et quand je rentre dans cette dimension, vous avez vu tout à l'heure, on s'est senti dans des bras, porté comme un enfant, sécurité. Eh bien, c'est cette zone refuge dans laquelle on peut aller mentalement en une seconde, à chaque fois qu'on en a envie. Donc, on verra que même s'il y a des situations qui sont perturbatrices, je peux aller prendre refuge dans cette dimension. C'est chez moi. Et donc, cet être, eh bien, c'est l'autre avec un grand A. La particularité, c'est que toutes ces qualités sont totalement bienveillantes, totalement stables, accueillantes et pleines d'énergie. Et donc, quand on est face à un être qui est tranquille, qui vous regarde avec tout l'amour du monde, qui vous regarde sereinement, c'est-à-dire vous êtes peut-être agité, mais lui il est tranquille, il sait que quoi qu'il se passe, il est omniscient, il a cette conscience de l'ordre des choses, et donc il sait qu'à tout moment, même quand il y a une agitation, l'ordre des choses fait qu'on revient au point zéro. On n'y échappe pas. Même si on va des fois un peu trop loin en bas, et on revient toujours au point zéro. Et ça va être l'autre qui va nous permettre de nous ramener à la stabilité à chaque fois. On disait que les autres qui sont incarnés comme nous, eh bien, sont des fois dans des états d'agitation comme nous, voire pire que nous. Et en fait, on ne peut pas leur demander la plénitude, on ne peut pas tout leur demander. Ils ont des besoins eux aussi. Donc, cette source va nous permettre d'aller réclamer justement ce dont on a besoin. Et donc, le rapport aux autres va être facilité. C'est-à-dire que quand vous regardez un être qui peut être aimant à votre égard,
sans jugement, sans vous dire c'est pas bien, ok. Tu pouvais pas faire autrement. À un enfant de 3 ans, vous demandez pas la même chose qu'à quelqu'un qui a 30 ans. Vous êtes bien d'accord? C'est tout à fait naturel pour vous de vous dire non, je ne peux pas demander la même chose à l'un et à l'autre. Eh bien, cet être nous regarde comme ça, c'est-à-dire que nous sommes à des états de conscience, puisque nous voyageons dans l'espace-temps. Eh bien, forcément, on va passer par des états de conscience qui vont être plus ou moins douloureux. Et en fait, lui, il est tranquille. Il se dit, de toute façon, à chaque fois qu'ils reviennent vers moi, ils reviennent vers le point d'équilibre. Et plus on revient vers ce point d'équilibre, plus on se stabilise. Et c'est là qu'on va en arriver aux autres. Plus nous-mêmes, nous faisons cet exercice, plus nous allons être aptes à répondre de la même façon, c'est-à-dire on va garder cette neutralité bienveillante et on va regarder en fait tout le potentiel de la personne en se disant bah oui tiens là on est à ce stade de conscience et on voyage, hein, c'est pas on y reste, non. Ok, à ce moment elle en est là. Est-ce que moi j'ai des moyens pour l'aider? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, non, ok. Hein, comme on disait, si j'ai pas les moyens, bah, je vais aller chercher dans la grande bibliothèque, là. Je vais aller chercher, au fait, les ressources là où elles sont. Et il va se passer une chose, c'est qu'il va y avoir un changement de regard sur l'autre. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans le jugement comme on l'était auparavant, c'est-à-dire que quand on a une conscience étroite et qu'on attend un peu comme un enfant que les autres répondent à nos besoins comme des parents bienveillants, quoi, en fait, et bien là, en fait, on va dire, ok, déjà, je réclame plus à tout le monde et à tout va. J'apprends à aller me ressourcer autant de fois que je le veux, quand je le veux. Et je vais prendre des forces et je vais reprendre confiance aussi en moi, dans mes capacités. Ça va être un moyen aussi de faire taire ces fameuses pensées, je suis pas capable, je suis pas ceci, je suis pas cela, etc. Ok, petit à petit. Ok, je suis pas encore au top, mais ça y est, là, je commence à... Voilà. Et on se disait, l'important pour pouvoir développer ces qualités, c'est que c'est important de passer à l'action. Que ça reste pas seulement au niveau du mental, mais de se dire, ok, quand j'ai une bonne idée, je la mets en pratique. Or, des fois, ça va être tout à fait modeste au départ, pour commencer, mais il se passe une chose. C'est que des fois, vous n'avez pas forcément beaucoup d'énergie pour faire quelque chose. Et vous dites, voilà, ok, je commence, je sais que je ne pourrai pas tout faire, mais je commence. Ce sera ça de moins à faire pour après. Ben, je vous le donne en mille. Quand vous commencez l'action, vous dites, bon, allez, pendant que j'y suis, je pourrais peut-être en faire un peu plus. Et donc, vous allez voir que finalement, vous avez plus de ressources que vous ne pensiez de vous-même. Et c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous, parce que vous allez découvrir des capacités que vous ne croyiez pas avoir. Donc, c'est plus que les autres pensaient de vous, que vous aviez intégrées et auxquelles vous croyez. Ben oui, parce que quand on est enfant, par exemple, ben on nous dit les choses, on croit que c'est ça. On croit que c'est la norme, on croit que c'est ce qu'il faut faire et tout ça. Et là, vous allez faire une expérience. Et c'est ça qui va vous donner aussi des forces. Et grâce à ces expériences, en passant à l'action, vous allez pouvoir comprendre les autres aussi quand ils sont dans les mêmes situations. Quand ils sont en état d'incapacité de faire quelque chose, quand ils n'osent pas faire quelque chose. Vous allez savoir, parce que vous êtes passé par là, vous allez naturellement les encourager. Vous allez avoir cette empathie, finalement, qui va faire que vous allez naturellement donner la solution sans vous dire quelle est la solution. Ça va venir tout seul, grâce aussi à ces expériences. Donc c'est important, justement,
de s'enrichir tous les jours d'expériences. Et dans le Raja Yoga, on dit que en fin de journée, c'est bien de repérer ce qu'on a découvert de nous à ce moment-là et en quoi on s'est amélioré. Et notez-le, parce que les jours où vous serez un petit peu en bas, ça vous permettra de dire ah oui, ça je l'ai vécu, c'est pas quelqu'un qui a essayé de passer de la brosse à reluire ou qui voulait m'extorquer quoi que ce soit. Ok, non, je l'ai vécu, je sais que c'est vrai, et à ce moment-là, je vais reprendre confiance. Et cette confiance va m'aider à aider les autres. Donc on n'aide pas les autres pour qu'ils nous aident. On fait le travail en fait au niveau du soi et on va regarder les autres comme on se sent regardé dans la méditation où on a ce regard totalement bienveillant. Ok, on fait juste 5 minutes. L'autre. Est-ce que j'ai réalisé que je suis l'autre pour tous les autres? Comment est-ce que je me sens quand on me fait une demande à laquelle je ne peux pas répondre? J'ai un sentiment d'impuissance qui peut faire naître en moi un sentiment de frustration. Et ce sentiment d'impuissance peut éveiller en moi une certaine colère, un certain agacement. J'accueille ce sentiment. Et je me tourne vers la source. Et comme un petit enfant qui se trouve avec quelque chose qui l'embarrasse, va vers ses parents, disant « Maman, papa, tiens, j'en veux pas. » Je dépose un tel sentiment. Il ne m'appartient plus. Je retrouve cette tranquillité intérieure. J'apprends ainsi à me décharger des influences perturbatrices. Libre de ce type de pensée, je peux aller vers les autres et comprendre ainsi ce qu'ils peuvent ressentir quand ils sont agacés, plus ou moins énervés. Et je garde ce silence intérieur.
Le simple fait parfois de montrer que l'on comprend ce que l'autre ressent. On n'est pas dans le déni de ce qu'il éprouve, qu'on est dans le respect de son vécu, peut déjà commencer à l'apaiser. Et quand il arrive à cet état d'apaisement, je vais pouvoir lui indiquer des ressources qui lui permettent de se reprendre en main, voire de retrouver sa dignité. Paisiblement, je regarde l'autre dans sa forme la plus lumineuse qui soit. Je regarde ce point de lumière constitué de toutes les vertus divines, les vertus lumineuses, les forces lumineuses de l'être qui sont en lui, et qu'il est le seul à exprimer de telle ou telle façon. Ce sont ces forces qui lui permettent de se rétablir, tout comme je peux le faire moi-même. Cette paix intérieure, quand nous sommes en contact avec les autres, va nous permettre de rentrer plus sainement en contact avec l'autre, tout simplement avec son cœur. Hors jugement, simplement en accueillant et avec la compassion que nous pouvons avoir envers quelqu'un qui vit quelque chose que nous avons nous aussi vécu. Et je réalise que l'autre me permet aussi de m'ouvrir à l'amour, qui naît quand il y a cette paix intérieure, quand on accueille l'autre. Et donc les autres me font découvrir ma capacité à aimer et à faire vivre et à faire vibrer cet amour en moi. Un peu plus chaque jour. En tant qu'âme, en tant que point de lumière, petite étoile,
qui vient de cette dimension de silence, cette dimension lumière. La maison de toutes les âmes. Je réalise que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Dans le niveau le plus élevé, où chacun est parfaitement en paix et dans un état de profonde sérénité et d'amour. Alors, troisième point, après le soi, les autres, le monde qui nous entoure. Comment rester en paix quand il ne l'est pas? Quand tout s'agite, quand la matière est sans dessus-dessous, quand les éléments, se déchaînent, eh bien, c'est pas si simple que ça, que de rester serein face à l'adversité. Et nous sommes tous confrontés à un moment donné ou à un autre face aux éléments. Il y en a qui ont connu des inondations, des incendies, des tremblements de terre, des tas de choses qui font que, eh bien, on n'y peut rien. C'est là et on est obligé de faire avec. Et donc cette sérénité, c'est pas quelque chose qui vient spontanément non plus. Non, mais on a vu que déjà on a appris à retrouver les ressources en soi, savoir où c'est qu'on peut aller puiser et retrouver de l'énergie mentale en fait profonde. Et puis il y a ce rapport aux autres, parce que quand il y a des catastrophes, on n'est jamais tout seul. Et donc justement, ce sentiment de paix qui nous amène à l'amour va aussi nous permettre de nous ouvrir aux autres et de développer ce sens aussi de la solidarité. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire dans ces cas-là? Eh bien, nous allons soutenir les uns les autres. Mais c'est quelque chose d'assez souvent étonnant. Bien sûr, il va y avoir des perturbateurs, mais aux informations, on va vous parler que des perturbateurs. De temps en temps, un petit peu, 2 ou 3 personnes qui ont fait un acte héroïque. Mais entre deux, il y a la plus grande partie des gens qui sont capables de faire un petit geste par-ci, par-là, qui n'ont même pas l'impression qu'il faut quelque chose, mais qui par leur présence va être justement rassurante, réconfortante, qui vont redonner du courage face à l'adversité, parce que les choses sont difficiles. Et donc, on va voir que vivre les situations, eh bien, c'est important aussi de réaliser que nous ne sommes pas tout seuls, et que effectivement, il y a ce phénomène d'entraide. On parle plutôt de coopération, de faire les choses ensemble, où il n'y a pas un qui fait plus et l'autre qui fait moins. Non, en fait, c'est plutôt cet échange qui va circuler. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire tout naturellement. Sortir de cette pensée qu'on est capable de rien et sortir de cette pensée qu'on est capable de tout. Et donc de garder cette humilité, cette simplicité qui va faire que on va mieux communiquer avec les autres. Et puis, il se passe une chose, c'est que quand il y a des moments de crise comme ça, des moments vraiment difficiles, justement, des fois il se passe des moments très heureux. C'est très paradoxal.
effectivement, c'est pas le genre de choses que vous voyez à la télé. Je me souviens de quelqu'un qui était allé en Ukraine, vous vous rappelez, au début des événements. Et donc, il avait rassemblé toutes sortes de choses à emmener là-bas, en fait, à la frontière. Et il s'est retrouvé effectivement à un endroit où, bien sûr, il y avait des bombes qui pleuvaient. Donc, ils étaient tous appelés à aller aux abris, et en l'occurrence, souvent, dans des parkings souterrains. Et il me disait, ça c'était un truc étonnant, parce que quand même, les bombes étaient en train de pleuvoir, et puis tout le monde là comme ça qui se regroupait, les gens qui se connaissaient pas en fait, et tout ça. Et là, eh bien, chacun avec ses compétences. Il y en a qui sont venus avec leur guitare, il y en a qui sont venus à danser, et qui des fois se sont mis à chanter. Et là, c'est un moment où en fait les gens ont oublié qu'ils étaient en train de vivre un truc absolument affreux. Et il m'a dit, cette personne qui avait fait ce trajet, m'a dit, mais c'était incroyable. J'aurais pensé que j'allais avoir peur. Bien sûr, j'ai eu peur. Mais ce que les autres m'ont apporté à ce moment-là, ce partage qu'on est capable d'avoir les uns avec les autres, il m'a dit, mais c'était magique. J'ai vécu le même événement, mais autrement, avec un autre regard. Et tout ça, grâce finalement à l'état d'esprit des uns et des autres. Donc vous comprenez pourquoi dans la méditation, on travaille notre état d'esprit. C'est pas juste pour faire un contrôle et puis ceci, cela, non. Parce que si je suis dans le bon état d'esprit, je pourrai donner l'énergie nécessaire à tout un chacun et recevoir aussi ce que les autres ont à donner. Parce que ce sera aussi une façon de les honorer que de recevoir leur spécialité, que de recevoir ce qu'ils ont à donner. Mais regardez même les plus pauvres dans des situations des fois terribles, comment ils sont heureux de pouvoir donner. Donc c'est important aussi de savoir accueillir ce que l'autre donne. Ça ne veut pas dire que vous allez le garder, mais au moins savoir l'accueillir. Alors peut-être qu'il pourrait être redistribué à quelqu'un pour qui ce sera plus utile, mais les choses ne nous appartiennent pas. Vous savez très bien que quand on quitte un corps, quand on s'en va, on laisse tout le matériel derrière nous. Donc savoir utiliser le matériel à bon escient, ne pas le sous-estimer, mais ne pas le surestimer. Et ça, encore une fois, on revient au point zéro. On revient à ce point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, c'est souvent ce qu'on appelle la sagesse. Et c'est cette sagesse qui va nous permettre d'être sereins, quoi qu'il arrive. Je me souviens, en fait, j'habite Niort et il y avait eu un tremblement de terre, donc j'étais dans mon séjour. Et ça fait un drôle d'effet, je peux vous dire, c'est pas, je crois que c'était entre 6 et 7 la magnitude. Ça a duré assez peu de temps, mais je peux vous dire que quand ça arrive, vous sentez tout qui vibre autour et sous les pieds, quoi, en fait, hein, ça fait, vous sentez la terre bouger, quoi, en fait. Et c'est très, très curieux, cette expérience. Et je me souviens, à ce moment-là, je me suis dit, ok, les éléments s'agitent. Je me suis dit, voilà, dans mon corps, en fait, j'ai tous les éléments. Je me dis, ok, j'ai travaillé cette stabilisation, en fait, au niveau intérieur. Ok, reste calme, reste tranquille. Ok, ça va passer. C'est juste une question de temps. Et parce que je sentais que c'était pas non plus au point où je voyais rien non plus qui pouvait s'effondrer. Mais l'instant où ça arrive, je peux vous dire que vous avez l'impression que tout va s'effondrer. Et
me suis dit non, c'est pas le moment. Et là, effectivement, j'ai senti que tout s'arrêtait. Ok, c'était juste question de patience. Il y a eu un nouveau séisme fait pendant la nuit. Là, j'étais dans mon lit. Et ça fait drôle aussi quand on est dans son lit de sentir que la terre bouge. Mais en fait, la terre n'arrête pas de bouger. Hormis qu'on n'y fait pas forcément attention. C'est beaucoup plus, des fois, sensible. Alors maintenant, il y a des fois où je sens quand ça tremble un petit peu, mais effectivement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais quand je suis sortie à ce moment-là, je me suis dit, il y en a d'autres qui doivent être très inquiets. Donc, je suis allée dehors pour voir s'il y avait des gens qui étaient perturbés ou quoi que ce soit, et justement faire en sorte de pouvoir aller parler avec les gens pour pas qu'ils restent avec cette inquiétude. Vous savez que quand on vit quelque chose de façon douloureuse, difficile, on se fait des tas de films, on crée beaucoup de pensées de peur, et c'est ça souvent qu'on va garder comme impression et qui peut constituer un traumatisme. Donc le fait de communiquer, d'aller voir les autres et de pouvoir leur permettre de parler et tout ça, et de voir que en fait vous êtes tranquille avec eux et que ok, très bien, ça va aller. C'est une façon de dire ok, si ça va plus mal, on saura qu'on est là, on saura que on pourra se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez, c'est des choses toutes simples, j'ai rien fait d'héroïque ni quoi que ce soit. Mais par contre, curieusement, cet événement, en fait, ça fait partie de mes bons souvenirs. C'est bizarre. Mais tout simplement parce que je réalisais dans quel état de sérénité je pouvais être en dépit de ce qui peut se passer. Alors qu'on croit toujours que on va avoir des difficultés. Et puis, à un moment donné, donc, j'avais rencontré des gens de la sécurité civile, notamment à Draguignan, en l'occurrence du USC7, et ils me disaient que quand ils interviennent sur les catastrophes naturelles, ils sont intervenus, Mexico, et l'Asnam, l'Arménie, la Turquie, etc. Et tu sais, quand on arrive là, donc on vient secourir les gens et tout ça, et pourtant il y a quelque chose de très curieux, auquel on ne pense absolument pas, et qui est même, je veux dire, qui va à l'encontre de ce qu'on croit. C'est que les gens, quand ils sont sous les débris, quoi, en fait, on se dit, mais ça doit être absolument terrifiant, etc. Ce qui ne veut pas dire que ça ne l'est pas. Hein. Mais il se passe une chose très curieuse. C'est que quand le corps va être immobilisé, eh bien, effectivement, c'est l'esprit qui va reprendre le dessus. Et notamment, je crois que c'était en Turquie, ils avaient dit, il y avait un truc très curieux, c'est qu'il y avait eu plus d'hommes que de femmes qui étaient décédées pendant le séisme. Et en fait, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait. C'est bien, en fait, les hommes avaient tendance à essayer de s'en sortir et ils se débattaient et combattaient, et donc ils ont perdu beaucoup d'énergie. Et les femmes avaient davantage la pensée, ok, je reste tranquille jusqu'à ce que les secours viennent. Et il se passait une chose, c'est que comme quand vous vous mettez en méditation, vous commencez à avoir une respiration qui se calme, la détente qui commence à arriver. Et en fait, elles se sont mises dans cet état, tranquillité, au point où quand les secours arrivent, c'est très curieux, eh bien, elles ne veulent pas sortir. Et ils se reçoivent des coups de poing. C'est un truc auquel on ne pense absolument pas, c'est-à-dire que, en réalité, l'âme se retrouve dans un état de tranquillité, curieusement, enfin celles qui arrivent à faire ce genre de choses, qui fait que finalement, elles vont avoir une patience extraordinaire, mais qui va leur sauver la vie. Alors bon, après, ça se régule, bien sûr, mais je voulais vous relater ça pour vous dire que des fois, quand on vous relate des faits,
Vous fantasmez les choses en se disant, bah, ça doit être comme ça, ah, ce serait terrible ou quoi que ce soit. Et puis quand on le vit, bah, c'est pas forcément du tout ce qu'on ressent. Et donc, nous on appelle ça Maya, hein, donc cet imaginaire qui galope et qui crée un voile sur la réalité, qui fait une distorsion de la réalité, qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Eh bien, à ce moment-là, on est perturbé inutilement. Et là, quand on se dit, ok, c'est juste une distorsion, mes organes des sens me donnent des informations qui, dans un temps normal, seraient tout à fait ok, mais finalement, en fait, dans d'autres situations que je n'ai jamais vécues, en fait, je ne peux pas savoir. Mais néanmoins, on se rend compte que dans toutes les situations de crise, il y a curieusement des actes héroïques, des gens qui se dépassent, et de voir encore que c'est encore l'amour qui l'emporte. Parce que c'est l'amour de l'autre qui fait aussi qu'on va au secours de l'autre. Et qu'il y a ce sentiment d'être tous reliés les uns aux autres. Alors, on va s'arrêter là pour faire une pause, et puis on va reprendre la méditation internationale et on va se servir de tout ce qu'on vient de dire maintenant pour voir finalement que cet état de paix et de sérénité, eh bien effectivement, on l'a construit d'abord en soi, disons, on la remet en lumière en soi, parce que c'est déjà là depuis longtemps. Et de réaliser que finalement, nous avons tous aussi ces capacités et que ce fil invisible qui nous relie les uns aux autres, eh bien, on peut y remettre de la lumière et réaliser que face à n'importe quelle situation, comme on dit, on peut soulever des montagnes. Voilà. On fait peut-être juste une minute de silence pour rester là-dessus.